Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce mot d'accueil. Et sans plus attendre, puisque notre emploi du temps est quand même assez serré, je vais appeler à la tribune Pierre Lenindre et Jacques Servière pour qu'ils nous présentent le rapport INRA dont on a parlé, et ils vont faire une présentation en duo, non sans s'être présentés avant de commencer. Je les remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Un premier mot de remerciement à Madame Soubeyran, qui représente l'institution, l'école, et à Jean-Luc Cadoré pour leur accueil, l'organisation de cette session, qui, pour nous, acteurs de ce travail collectif organisé par l'INRA, au nom de ce cycle de conférences qui ont accompagné la production de notre rapport collectif, constitue en fait le point final. Oui, ça je veux bien parce que je me balade. Le point final de, je dirais, un service après-vente pour tenter de présenter de la part de l'INRA à différents publics de grandes écoles, mais aussi des publics tout venant, ce que contenait ce rapport. Donc il a été convenu qu'entre Pierre Lenindre, qui a été, dans les termes officiels, le pilote de cette expertise collective, c'est moi qui démarrais la présentation. Et il va reprendre ensuite la main. Donc, comme il vient de vous être dit, en fait, pour resituer légèrement le petit historique des expertises collectives qui concernent le champ de notre regard collectif sur les animaux, en tout cas à l'INRA. Une première étape datait de 2009-2010, et ce sont les ministères de l'Agriculture et de la Recherche qui nous avaient demandé un rapport scientifique sur les douleurs chez les espèces d'élevage. Il s'agissait de les identifier, les comprendre et les diminuer. Ensuite, la deuxième étape, l'étape actuelle, dont nous vous présentons les grandes lignes, il s'est agi de faire une expertise scientifique collective sur la question. Alors, le titre officiel, c'est « Conscience chez les animaux ». Les conclusions en ont été présentées en mai 2017 devant le comité scientifique de l'EFSA. L'EFSA, pour rappel, c'est European Food Safety Authority. Et il y a eu ensuite la production d'un article officiel dans les cahiers de l'EFSA en anglais. Et cette année, la production et l'édition aux éditions Quae, qui sont associées à l'INRA, d'un livre qui correspond à la traduction en français de notre rapport collectif. Donc cette expertise collective s'est faite sous le chapeau de la délégation à l'expertise scientifique collective, à la prospective et aux études. Ça fait un grand titre, ça s'appelle la DEPE. Le pilote en a été Pierre Lenindre. Il a rassemblé 17 experts, dont 5 qui n'étaient pas de l'INRA. Et comme je vous l'ai dit, ce rapport a d'abord été publié, puisque l'EFSA était un des organismes demandeurs en anglais et publié en 2017. Et j'ai pensé qu'il n'était pas forcément inutile, en tout cas vis-à-vis des étudiants qui sont là, de faire quelques petits rappels sur les significations du mot « conscience » et ainsi qu'un petit rappel, alors bref, historique, sur les concepts philosophiques qui étaient véhiculés par ce mot. Je tiens à rappeler que je ne suis pas philosophe, je suis un neurobiologiste de formation et d'exercice, ce qui fait que je me suis aventuré sur des territoires où j'ai pu lire, mais je ne suis pas le spécialiste. Hélas, il semblerait que le philosophe que nous avions pressenti n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc ça ne sera pas tout à fait inutile, même s'il y a des petites erreurs. Donc je démarre avec une brève histoire du mot « conscience ». Bon, toute définition, c'est important de le rappeler,
elle est relative à une époque, à une civilisation, et j'ai pu pêcher de façon très simple que le mot conscience ou les concepts qui sont apparentés, ils n'existent pas, par exemple, en grec ancien. Non pas que les Grecs anciens n'avaient pas de conscience, mais il n'y avait pas la conception contemporaine de ce mot tel que nous le comprenons maintenant. À l'époque, c'était la notion d'une connaissance partagée. Et on ne retrouve pas non plus trace d'un équivalent de signification au mot conscience contemporain en chinois. Et là aussi, je me sens obligé de dire, c'est pas que les Chinois n'ont pas de conscience, c'est peut-être aussi que les traductions n'ont pas été bien faites. Nous étions sans doute victimes d'un occidentalocentrisme qui a fait que dans les traductions, ce concept-là n'apparaissait pas. En Europe, donc chez nous, le mot est emprunté au latin conscientia, qui veut dire conscrire, qui vient du latin cum avec, co, et scrire, un savoir, donc référence à un savoir scientifique. Avant le XIIe siècle, le terme avait une valeur de confidence ou de connivence. Et à partir du XIIe siècle, on a eu cette notion prédominante de savoir en commun, qui était souvent reprise. Alors on est au XIIe siècle, on est dans le monde chrétien occidental, ça c'est important de le rappeler, une connaissance intuitive du bien et du mal. C'était ça la conscience, une connaissance intuitive du bien et du mal. Alors pour ce qui est de l'aventure d'un neurobiologiste vis-à-vis du concept philosophique, il appelait un aperçu historique et il posait une question qui paraît naïve. Est-ce que c'est applicable aux animaux ? Alors tout d'abord, sans remonter trop loin, le XVIIe siècle, Descartes, qui dans le secteur est le personnage, qui est le vilain de l'affaire, puisqu'il a utilisé ce terme ou cette expression, l'animal-machine, mais qui n'était pas du tout destiné à diminuer ce que les animaux peuvent ressentir ou vivre. Et c'est un autre sujet, on pourra éventuellement en débattre un tout petit peu. Mais pour Descartes, c'était la faculté de l'homme, on insiste bien, à appréhender sa propre réalité. Au XVIIIe siècle apparaît l'usage commun moderne avec Rousseau, une connaissance plus ou moins intuitive d'un état, d'un objet à l'intérieur ou à l'extérieur de soi. Et à partir du XVIIIe siècle, on a utilisé des expressions comme avoir conscience de ou prendre conscience de. Au XIXe siècle commence en philosophie une critique du concept qui cesse d'être une certitude première, mais est décrit comme le fruit d'une médiation par des philosophes comme Hegel et Marx. Marx était aussi un philosophe. Alors on a parlé de prise de conscience et on a aussi parlé de conscience de classe. Autant de termes qui, pour la conscience de classe, semblent avoir complètement disparu du langage courant. Au XXe siècle, cette critique par rapport à la conception classique se poursuit et on voit apparaître, définie par la psychologie, l'élaboration de la théorie psychanalytique, on va mettre par Freud, et poursuivie en France au XXe siècle par Lacan. C'est-à-dire que là, on avait le refus de limiter tout le champ de l'activité psychique uniquement à la conscience et on a introduit la notion d'inconscient. Et cette mise en évidence de l'existence de commandes qui pouvaient être sans participation consciente initiale, a été en quelque sorte redécouverte par les neurosciences qui ont pu mettre en évidence, grâce à différentes techniques sur lesquelles je peux revenir après, démontrer que certains actes que nous effectuons ne sont pas voulus consciemment, mais sont organisés par notre système nerveux central avec une finalité tout à fait adaptée à un but et de façon très positive. Et c'est lorsqu'on demande au sujet « pourquoi tu as fait ça ?», qu'il va donner une explication, mais qui est une rationalisation a posteriori. L'observation en neurosciences de la séquence des événements de décision montre que bien souvent, la décision de faire un acte, elle est lancée avant que certaines zones du cortex télencéphalique, je commence à utiliser des mots techniques, soient concernées directement par cette prise de décision.
Donc il y aurait aussi une forme, et je mets là des guillemets, d'inconscient, mais qui n'est pas l'inconscient freudien en neurosciences. Et puis j'ai éprouvé le besoin, au cours de ce travail, de vous présenter là un petit historique des théories sur l'activité mentale des animaux, ce qui est légèrement différent. Et là, on revient au XVIIe, XVIIIe siècle, où règne l'hypothèse qu'on a appelée l'hypothèse empiriste. C'est l'existence d'une activité mentale chez les animaux, qui a été défendue par des philosophes comme John Locke et David Hume. Donc les animaux étaient considérés comme possédant une activité mentale. Ce n'étaient pas des robots. Le terme n'existait pas, robot. Au XVIIIe, XIXe siècle apparaissent les philosophes utilitaristes, qui affirment pour les animaux une capacité à percevoir la douleur, et la même mettent en avant, comme pour Jeremy Bentham, qui est devenu une sorte de figure tutélaire de la philosophie du mouvement de libération des animaux au XXe siècle, et aussi de la part de John Stuart Mill. Au XIXe siècle arrive le règne, pas d'autre mot à dire en termes idéologiques, de l'empirisme scientifique qui culmine avec Charles Darwin, qui publie en 1872 The Expression of the Emotion in Man and Animals, et qui pointe la continuité phylogénétique des activités psychiques de toutes les espèces animales. La conséquence des travaux de Darwin et de son successeur Romanes, ça a été un regain d'intérêt pour le statut moral des animaux. J'insiste là-dessus, le statut moral des animaux est devenu un objet d'intérêt à part entière qui a été repris évidemment en philosophie. Au début du XXe siècle, l'existence donc d'une activité mentale des animaux, c'était un axiome, ça allait de soi. Et puis, jusqu'aux années 80, est arrivée une autre vague qui, hélas, bien que c'était des scientifiques à l'époque qui l'ont mise en avant, revêt un peu des caractéristiques d'idéologie, ça a été le règne du behaviorisme, le comportementalisme, essentiellement mis en avant par les deux grands pionniers, Watson et Skinner. Et pour eux, il s'agissait d'une volonté de créer une psychologie scientifique. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? C'est-à-dire qu'elle était quantifiable. Et qu'est-ce qu'on peut quantifier en psychologie? Eh bien, c'était d'abord jeter, je reprends leur terme et je le traduis, jeter la servitude de la conscience. Pour eux, ce n'était pas intéressant, on s'embarrassait de quelque chose qui n'était pas pertinent. Et on allait observer et mesurer ce qui est observable, c'est-à-dire les réponses comportementales. On ne s'occupait que du comportement, d'où le nom, le comportementalisme, le behaviorisme. Et ça, on l'a retrouvé aussi en psychologie expérimentale. Donc, ça a eu une conséquence, c'était de nier l'existence d'un animal mind, d'un esprit chez les animaux, et donc, par voie de conséquence, d'une forme de conscience. Donc, tout ça a été nié. Et ainsi, jusqu'aux années 80, sur les bases théoriques de ce qui se voulait être un positivisme scientifique très rigide, l'existence même d'une conscience animale, elle a été complètement niée. Et vous voyez, là, c'est le français qui reprend le dessus. Ce n'est pas que la faute à Descartes. Avec son animal machine, le monde anglo-saxon a largement repris ça, ce qui peut expliquer peut-être de la part des philosophes contemporains de la libération animale la véhémence de leurs propos parfois, dans le domaine de la philosophie de la libération animale, c'est-à-dire de l'éthique animale. Alors, je reviens pratiquement à ce que nous avons fait. La méthode adoptée au cours de notre expertise, eh bien, c'est que l'on a posé que l'interrogation sur les contenus de conscience était une question scientifiquement valable. On parle de science. On ne parlait plus exclusivement de philosophie. C'est-à-dire qu'on s'exposait à trouver dans la bibliographie scientifique des éléments qui permettait de dire qu'il y a des composantes qui relèvent d'une forme de conscience, de contenu de conscience ou de niveau de conscience chez les animaux. Et bien sûr, il fallait disposer d'articles scientifiques qui le démontraient dans des cadres d'une expérimentation animale. Et là, je soulève un premier mot, expérimentation animale, qui, bien que souvent sur ce type d'expérimentation n'entraînait pas la mort des animaux, a soulevé beaucoup d'objections vis-à-vis de l'expérimentation animale. Sans doute que notre collègue, M. Éric Baratret, viendra peut-être nous en parler.
Deuxième point, on n'a pas présupposé qu'il y avait de différences de nature sur les fonctionnements entre les humains et les animaux. Troisième point, on s'est appuyé sur des données existantes, donc des études scientifiques existantes, mais on s'est très vite aperçu que, j'allais dire hélas par rapport à l'animal, elles sont essentiellement fondées sur des données qui proviennent d'expérimentations qui sont faites chez les humains, grâce aux techniques contemporaines qui sont plus ou moins ou pas invasives. Et on a ensuite analysé les données qui étaient disponibles en essayant d'aller piocher dans la littérature scientifique ce qu'on pouvait retrouver comme équivalent ou comme homologie de démarche chez des espèces animales. Mais on a très vite vu, et je le pointe instantanément à votre attention, que la quasi-totalité des travaux sur les animaux évoquaient très rarement le concept de conscience en ce qui concerne les animaux. Ce n'est que très récemment que ce concept-là revient dans les travaux en expérimentation chez l'animal. Alors, je passe au fond de savoir, et évidemment, là, je balaye très rapidement. Notre rapport fait, Pierre, presque 200 pages. Pardon ? 300 pages pour le rapport anglais, bon, y compris la bibliographie, mais bon, voilà. Donc, c'est un survol, évidemment. Alors, il y a des données que, vis-à-vis de l'homme, on peut qualifier de les signatures cérébrales de conscience. Et j'ai marqué à côté égal NCC. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que la littérature vient massivement du monde anglo-saxon, donc en anglais, c'est Neural Correlate of Consciousness. Neural Correlate of Consciousness, NCC. Et ça, c'est valable pour l'homme. Et donc, il y a au moins 2 générations, sinon 3, de neuroscientifiques qui se sont efforcés de mettre en évidence ces corrélats neurobiologiques, ce qu'on appelle, en français, des signatures cérébrales de conscience, mais chez l'homme. Alors on dispose de l'électrophysiologie, vous savez tous ce que c'est, on met des électrodes, on ne les plante pas ou rarissimement dans l'encéphale d'un être humain, mais ça arrive. Et puis on dispose de l'électroencéphalographie, qui est vraiment une procédure, un outil assez courant. Et on a disposé, dans les 30 dernières années, massivement d'un outil fantastique qui s'appelle l'imagerie cérébrale et qui mettait en évidence les cartes d'activation cérébrale dans différentes zones du cerveau. Là, je vous présente, c'est à titre anecdotique, l'image, la photographie d'une tomographie par émission de positons. Et alors, on voit sur la gauche, là, je n'ai pas de pointeur, mais la partie haute, ça correspond à une coupe virtuelle à l'horizontale d'un encéphale humain avec tout un code de couleurs. En gros, plus c'est actif, plus on est dans les rouges, et puis on passe aux orangés, jaunes, et ainsi de suite, on descend au bleu, ou même au noir en bas, on a brain deaf. Mais on a toutes les situations intermédiaires avec des états de sommeil ou des états de récupération après l'anesthésie ou des états de coma. Voilà tout ce qu'on peut suivre de façon très précise dans un volume de quelques millimètres cubes dans un cerveau humain. Donc on a à la fois la dynamique et la topographie. Et tout ça, ça nous donne une idée, une information sur la répartition spatiale et la dynamique temporelle de situations qui correspondent à des niveaux de conscience. Là, j'introduis un premier terme sur lequel nous avons insisté dans notre rapport. Dans conscience, il y a des niveaux de conscience. Et je vous l'ai montré de façon très rapide. Niveau de conscience, ça veut dire, en ce moment, vous êtes en état d'éveil, enfin, je le pense, et puis ce soir, passé minuit, 11 heures pour toi, parce que tu seras fatigué, vous rentrerez dans un état de sommeil. Premier temps du sommeil lent, et puis ensuite ce qu'on appellera un sommeil paradoxal, souvent accompagné de rêves, et j'espère que notre éthologue fera des beaux rêves. Mais c'est autre chose. On parlera de niveau de conscience. Et vous voyez tout de suite, il faut distinguer, quand on dit ce mot, une première caractéristique, c'est des niveaux de conscience. Chez l'homme, évidemment, puisqu'on dispose des rapports verbaux,
on va pouvoir faire des comparaisons avec la deuxième dimension fondamentale de ce concept de conscience, qui est le contenu de conscience. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À quoi pensiez-vous? Quelles étaient les images que vous voyiez? Images au sens vraiment image, mais ça peut être un souvenir olfactif ou un souvenir émotionnel. Et là, ce sont des contenus. Évidemment, chez l'homme, c'est accessible. Et tout aussi évidemment, chez l'animal, c'est dans l'immédiat moins accessible. Tout ce que va nous dire l'animal, et tout à l'heure, Bertrand Deput, notre éthologue, vous expliquera comment, avec l'observation des comportements, il est possible de faire des hypothèses ou des inférences sur ces contenus. Mais il ne va pas nous parler des niveaux de conscience, sauf incidemment. Et ça, c'est une distinction fondamentale. Alors tout cela, ça nous a permis, le nous est collectif, c'est le mouvement des neurosciences, d'établir des cartographies dynamiques qui sont associées à différents contenus. Et aussi, la clinique de la cartographie va confirmer que, d'une part, le niveau d'éveil, je reprends le niveau, est un état très différent de la conscience, parce qu'on peut avoir des patients qui sont éveillés et qui ne sont pas conscients de quelque chose. Je te regarde, je suis éveillé, mais il se trouve que j'ai un trouble neurologique et qui fait que je suis incapable de te reconnaître. Alors je vois les bancs, je vois les tables, les gradins et je ne te vois pas. Et je suis pleinement éveillé. Le contenu de ma conscience me montre une salle d'amphithéâtre sans toi. Ça, c'est de la clinique, c'est de la pathologie. Grâce à l'imagerie cérébrale, on peut faire cette différence. Mais vous allez aussi me voir, moi, qui ne le vois pas, dire « Ah, il y a 140 personnes dans cet amphi, en fait, ils sont 141. » Oui, voilà. Ça, c'est cette grosse différence. Et puis, ça concerne des structures qui sont parfois différentes de celles associées aux manifestations phénoménales de conscience. Tout ça, c'est les apports des neurosciences. Donc, différenciation entre des niveaux et des contenus. Là, on a repris un graphique qui vous montre, en fonction, sur l'axe des X, des niveaux de vigilance et puis des états d'alerte ou d'attention. Et on voit ces petits nuages, ça correspond à différents états. Depuis en haut, plutôt vers la droite, l'état de conscience, jusqu'en bas, les états végétatifs ou le coma, ou l'étoile qui représente une crise d'épilepsie. Donc on est là sur un axe qui va représenter des niveaux. Mais les contenus, on ne les a pas là-dedans. Alors les corrélats de la conscience chez l'humain, avec ses signatures cérébrales, comment on peut en rendre compte, comment on peut les expliquer en termes de mécanismes? Le premier grand mécanisme qui est maintenant bien admis, c'est l'existence d'un synchronisme d'activité électrique et métabolique entre différents neurones au sein de toute une population. Là, on représente, vu de dessus, les deux hémisphères d'un être humain, et on voit que toutes les ondes, comme sur un électroencéphalogramme, elles sont toutes à peu près en synchronisme, quelle que soit la position. Vers le haut, c'est le pôle frontal, vers l'arrière, c'est le pôle occipital, et que tout ça communique fortement entre l'avant, l'arrière, la droite et la gauche. Donc, une synchronisation à travers presque tout l'ensemble du système nerveux central. L'état du dessous, vous voyez que les ondes ne sont pas avec les mêmes fréquences, il y en a des qui sont rapides, il y en a qui sont plutôt lentes, et il n'y a pas la même homogénéité, la même communication entre des structures qui sont à l'avant et à l'arrière. Ça correspond plutôt à un état dit inconscient. Maintenant, si on suit les flux spatiaux de l'information qui traversent nos systèmes nerveux, je suis toujours chez l'homme, en fonction de niveau de conscience et de ce qu'on a appelé l'attractivité d'un stimulus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'attractivité d'un stimulus? C'est qu'on est dans une situation expérimentale avec un sujet humain, il est dans une pièce et on lui a rien dit. Voilà. Et il est, en général, dans une machine d'imagerie cérébrale. Et première situation qu'on va lui présenter, un stimulus qui est visuel, mais il n'est pas averti que ça va être un stimulus visuel, donc il est là, il est éveillé dans une situation de vigilance diffuse. Et qu'est-ce qu'on va voir apparaître après l'application du stimulus visuel, lumineux,
quelques zones du système nerveux dans la partie occipitale, donc les zones de projection visuelle qui s'allument. Mais si le stimulus est très bref, on va demander au sujet qu'est-ce qui s'est passé, il va dire rien. Ça a été la présentation d'un écran ou d'un flash, mais qui va durer 20 millisecondes. Le sujet répondra « je n'ai rien vu ». Il n'est pas conscient. Pourtant, son système nerveux l'a vu. Deuxième situation, on va dire au sujet, on va te présenter une stimulation. Alors là, il s'attend à quelque chose. Donc on appelle ça le stimulus attendu, diffus. C'est un traitement subliminal. Vous voyez qu'il y a un peu plus d'extension des zones qui sont actives, mais là encore, selon par exemple la durée du stimulus, c'est une façon de biaiser, de jouer avec la réponse du sujet, et ça, l'effet qu'il soit conscient ou pas qu'il a vu quelque chose, bon, il va pouvoir dire non, j'ai rien vu, ou oui, j'ai vu quelque chose qui passait sur l'écran, ou un éclair, voilà. Et puis on continue, on complexifie un petit peu la tâche, avec une attractivité qui est plus modérée. Là, le sujet aussi sait qu'il va avoir un stimulus visuel, et on voit là que dans cet état dit préconscient, selon le type physique de la stimulation visuelle, si elle dure ou si elle ne dure pas, le sujet va pouvoir dire j'ai vu, j'ai pas vu, ou j'ai vu, c'était du rouge, c'était des grilles verticales, ainsi de suite. Et selon cet état correspondra des zones plus ou moins étendues d'activation dans son système nerveux. Et enfin, une situation, alors là, qui va concerner la totalité du système nerveux. Le stimulus est anticipé, on sait que ça va être un stimulus visuel, et on va lui demander, est-ce que tu verras par exemple une grille verticale rouge et verte versus une grille horizontale, et ainsi de suite. Et là, on voit qu'il y a des séries de boucles réverbérantes qui vont du pôle arrière, qui est le pôle occipital visuel primaire, qui vont se distribuer vers l'avant et activer d'autres zones. Les flèches qui sortent en bleu, c'est « j'ai vu », et éventuellement, ça peut aller avec cette flèche que j'ai faite en rouge en bas, qui continue la moelle épinière, ça veut dire que tu vas faire quelque chose. Par exemple, tu appuies sur un bouton parce que tu as vu, et tu sais que tu appuies sur le bouton gauche si c'est une grille verticale, sur le bouton droit si c'est une grille horizontale. Là, on est en pleine conscience, c'est l'état global conscient. Voilà. C'est archi à la hache. Hein. Bon. Alors, les corrélats neuronaux de conscience chez les animaux maintenant. Deuxième volet. Alors, l'hypothèse économique qu'on a faite, c'est de considérer que les animaux peuvent manifester les mêmes corrélats neuronaux de conscience que chez les humains. Après tout, ils sont faits un peu sur le même modèle, en tout cas au moins chez les mammifères. Mais cependant, on se heurte très vite à des questions techniques comme les homologies de structure. Est-ce qu'un télencéphale d'un primate, c'est comme le télencéphale d'un singe, d'un mouton, ou le télencéphale d'un chat, ou le télencéphale d'un petit mammifère, une musaraigne. Voilà. Et cette homologie de structure, ça ne va pas impliquer nécessairement qu'il y ait une homologie de fonction. Mais aussi l'absence de structure, comme par exemple le cortex préfrontal. On n'est pas certain qu'il existe ce cortex préfrontal aussi développé chez les rongeurs que chez les primates. Bon. Et ça n'implique pas qu'un autre type de structure nerveuse puisse venir en appui pour une fonction qu'on voit aussi chez l'homme. Ça, c'est des questions qui sont soulevées. Et ça permet de ce type de questions d'aborder la question de l'existence de propriétés similaires qui sont des convergences phylogénétiques. Et aussi, ces structures, elles peuvent être impliquées dans l'émergence d'une expérience consciente. Donc on revient bien à notre problématique, est-ce qu'il y a de la conscience là-dessous? Mais ce qu'on va pouvoir enregistrer ou voir par imagerie cérébrale chez un animal, qu'est-ce que ça a comme écho correspondant, puisqu'on se pose cette question-là par rapport à ce qui existe chez l'homme? Donc la question sur les contenus de conscience chez les animaux, ça s'articule sur des données qui sont apparentées au phénomène conscience chez l'humain. Vous voyez qu'on traîne ce biais. Et l'analyse bibliographique que nous avons faite, elle se fait en référence aux approches qui ont été développées en neurosciences et en éthologie ou en comportement. Et on a vu là-dedans qu'on identifiait des réponses comportementales qui sont interprétées en termes de signes de conscience. On a identifié des niveaux et des contenus de conscience chez l'homme. Est-ce qu'on va pouvoir faire pareil chez l'humain? On a identifié les corrélats neuronaux de conscience. Ça, c'est relativement aisé, plus ou moins, chez l'homme. Comment faire pour passer des données comportementales à
quelque chose qui, enregistré chez un animal, permettra de dire, tiens, ça c'est un corrélat de la conscience chez cet animal-là, dans cette espèce-là. Et puis, on est arrivé à l'utilisation d'un modèle fonctionnel de conscience qui s'appelle l'espace global de travail, qui a été créé par des collègues neurobiologistes, mais pour l'homme. Mais alors, on revient toujours à cette question lancinante, mais que sait-on des contenus de conscience chez les animaux ? Et je pointe et je rappelle que la catégorie qui s'appelle, alors je reprends un vieux terme du XVIIIe siècle, le vivant animal, ça correspond à une large variété d'espèces. Et que le mot « l'animal » au singulier, n'en déplaise à nos collègues juristes ou philosophes, ben ça n'existe pas. Ça n'existe pas en biologie. On a soit des animaux domestiqués, non domestiqués, soit des animaux domestiqués. Et que pour l'essentiel, l'étude des capacités cognitives ou des réponses neuronales cible rarement les contenus de conscience. Ça, il faut vraiment se le rappeler en permanence. Alors, une petite synthèse, un essai de synthèse de ces données neurobiologiques. La conscience, ou les consciences, ou des formes des niveaux, des contenus, vous voyez que j'hésite, chez les animaux, c'est un processus émergent à partir de multiples interactions entre processus nerveux qui diffèrent selon la position de l'espèce sur la phylogénèse. Et ça a conduit chez l'humain à ce modèle dont je vous ai parlé, l'espace global de travail, qui fait appel à des modules fonctionnels. Et là, on voit l'influence du modèle de l'ordinateur, du computer, des modules fonctionnels comme la perception, l'attention, la mémoire, l'émotion et l'évaluation. Je vous présente en vitesse ce module. On pourra y revenir après, si vous voulez. Là, ces différents cercles, on passe dans l'abstrait. Ça représente ces volumes cérébraux qui sont mobilisés par des systèmes générateurs de conscience. Et puis, on va faire apparaître des trapèzes et des flèches qui correspondront au système fonctionnel, et puis un petit nuage qui sera la zone de conscience. Alors ça, je fais apparaître les systèmes fonctionnels avec des couleurs différentes. Et je fais apparaître des stimulations. La stimulation, elle peut être extérieure, elle peut être le petit nuage, mais c'est une idée qui nous vient. Et ça rentre dans un système perceptif, on est dans le présent. Ça déclenche quelque chose tout de suite, d'un système attentionnel. Tiens, je fais attention à ça qui apparaît. Et ça peut très bien se passer sans votre volonté. Ensuite, on va convoquer des systèmes du mémoire, le passé, le système émotionnel, c'est-à-dire la valence positive ou négative, et puis il va en résulter une évaluation. Une évaluation de quoi ? De la stimulation ou de la situation. Et à partir de ça, vous avez vu que ça s'est déclenché tout seul, il y aura quelque chose qui est de l'ordre de la création d'une commande, d'une intégration, qu'on va appeler ici l'intention d'action, la planification, et d'une décision avec des systèmes moteurs. C'est le futur, l'anticipation, la volonté d'aller vers, l'intention, l'intentionnalité qu'on va essayer de cerner chez un animal via son comportement. Il avait l'intention de faire cela. Et puis les retours qui, bien sûr, agissent sur ce petit nuage central qui est la conscience. Et on a pensé qu'il était bon de revenir, et je vais en terminer là-dessus, avec 3 diapositives, sur les liens entre douleur et conscience. La douleur, c'est ni plus ni moins une des formes de sensorialité. On cherche à l'éviter, mais c'est une forme de sensorialité. Et donc, les relations entre douleur et conscience, il faut bien repartir des définitions qui sont utilisées en science. Alors, chez l'homme, la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire, réelle ou potentielle, ou décrite en termes évoquant une telle lésion. Ça, c'est l'Association internationale d'études de la douleur, ce n'est pas nous qui l'avons créée, on la réutilise. Elle a dû être adaptée parce qu'on parle là-dedans d'une lésion réelle ou potentielle décrite. Ah, décrite, là, l'animal ne peut pas le faire. Alors, chez les animaux, donc non humains, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle aversive, cette fois-ci, au lieu de désagréable. Aversive, ça veut dire qu'on regarde le comportement, qui est représenté par la conscience, je l'ai mise en guillemets, mais au sens d'alerte. Et en anglais, on dit de awareness. Vous voyez que awareness, ça ne veut pas dire conscience. Ça veut dire être alerté. On sait que ça se passe. Et qu'un animal peut avoir de la rupture ou de la menace de rupture de l'intégrité de ses tissus. Donc douleur et conscience, dans les définitions, en fonction des définitions de la douleur, on a la dimension émotionnelle de la douleur avec les conséquences qu'elle entraîne au niveau comportemental, qui n'étaient pas évoquées dans les définitions antérieures, quand on restait inscrit dans la matérialité des corps. Et tout mettait l'accent sur, maintenant, la dimension physique et le stress physiologique. Mais à présent, toutes les investigations cliniques s'intéressent à la composante émotionnelle et psychologique chez l'humain.
mais donc aussi chez l'animal. Et en revenant chez l'humain, on est toujours dans ce mouvement-là d'aller-retour, la conscience de douleur chronique, par exemple, ça altère l'image corporelle et sans doute au-delà l'image de soi. Qu'est-ce qu'il en est chez l'animal? On ne sait pas. On sait que certains animaux, beaucoup, ont une forme de représentation de l'image de leur corps. Mais est-ce que c'est comme notre image corporelle qui devient plus abstraite et qui fait qu'on peut dire « ça c'est moi ». Rien ne nous le dit. Or, dans le titre que nous avions pris, oui, j'arrive à la fin, il y a vraiment une question de fond qui est de savoir, dès qu'on évoque le mot conscience, d'ailleurs, les quelques articles qui parlaient de notre livre collectif traduit en français, Conscience chez les animaux, paf, tout de suite, j'ai repéré qu'il y avait beaucoup de journalistes qui disaient « Ah, alors on se pose quand même la question de savoir si les animaux ont conscience d'eux-mêmes. » Ben non, on ne se posait pas cette question-là, même si, bien sûr, entre nous, on en a débattu. On n'en est pas là du tout. Cette conscience-là, vous voyez, enfin, j'essaye de vous avoir fait passer à l'arraché que ce n'est pas du tout la conscience de soi. C'est d'autres formes de conscience. On est averti de ce qui se passe là, entre autres dans mon corps. Et donc, ça repose, cette question-là, elle reste quand même pour ce qui est des espèces non humaines. Alors, on termine avec ce schéma. Vers le bas, en dessous des deux traits horizontaux, il y a la section d'une moelle épinière. C'est ce qui arrive du corps. Au-dessus, c'est les différents étages du système nerveux central, du cerveau, avec cette voûte-là. Ça correspond à ce qui se passe chez l'homme, le cortex du télencéphale. Bon. On applique une stimulation nociceptive. Pardon, là, je suis allé trop vite. La petite flèche, ça passe par la moelle avec différents types de récepteurs spécialisés qu'on appelle des nocicepteurs. Et puis, il y a une première montée qui est en bleu, là, qui est la composante discriminative analytique de la sensation. C'est chaud, c'est froid, ça brûle, ça pique, ça se passe sur ma patte avant, ma patte arrière, sur ma joue, et ainsi de suite. Ça, c'est l'analyse, les composants. Et puis, la deuxième, qui est en marron, vous voyez qu'elle est beaucoup plus complexe. Elle concerne toute une cascade de structures nerveuses depuis le tronc cérébral. Et aussi, au niveau du thalamus et au niveau du télencéphale, de nombreuses zones de cortex qui sont impliquées dans des réactions émotionnelles, affectives. Ça, c'est la voie qui véhicule les composantes désagréables, aversives de l'émotion. Ça, on est sûr maintenant, grâce entre autres à l'imagerie cérébrale, qui avait été mise en place grâce aux nombreux enregistrements électrophysiologiques, que ces deux composantes-là sont bien séparées, mais interagissent constamment, mais séparées au niveau anatomique, elles fonctionnent en synergie chez l'homme. Qu'est-ce qu'il en est pour l'organisation, disons, la neuroarchitecture du cerveau ou des cerveaux des nombreuses espèces, même en ne considérant que les mammifères. On ne sait pas s'il y a partout cette même dichotomie, et bien souvent c'est une fusion que l'on enregistre avec tous les travaux qu'on a pu faire pour ce qui concerne la douleur, essentiellement chez le rat et chez des chimpanzés. Enfin, primates, parce que les chimpanzés ne l'utilisent plus depuis 12 ans en France, mais des primates comme le macaque. Ça pose la question, et j'ai soulevé le mot tout à l'heure, des homologies de structure, des homologies de fonction. Et tout ça n'est pas pour dire que les animaux ne ressentent pas la douleur, puisque je vais terminer là-dessus. Bon, on voit par exemple qu'une structure comme du télencéphale, comme le cortex singulaire, qui est impliquée dans les émotions à valence négative, aversive, on la retrouve chez l'humain, le chimpanzé, le chien, le chat, le porc, le rat. Et on va en retrouver aussi chez des oiseaux. Et même chez des poissons ou des reptiles, alors avec différentes formes. Et là, c'est tout un travail en soi. Donc, la plupart des vertébrés, chez eux, l'équipement neuronal nécessaire pour détecter et réagir aux stimuli nociceptifs, il est présent. Les structures neuronales où sont traitées les informations à l'origine des émotions à valence négative ou aversive, elles sont retrouvées avec différents niveaux de complexité, évidemment, et des fois complètement bousculées dans leur organisation. Et tout le travail, c'est de retrouver quels sont ces équivalents, ces homologies. D'où l'idée que de nombreuses espèces animales peuvent éprouver de la douleur de manière consciente, c'est-à-dire elles sont averties de l'atteinte qui est portée à leur propre organisme. Et ça, c'est la dimension réflexive. Pierre, c'est à toi.